dit chez nous, c'est très important, ça renforce les actions là-bas. C'est aussi un message, parce que là-bas aussi, il y a quantité de pays qui se sont mobilisés et ont adopté des règles visant à déterminer l'interdiction. Donc on s'inscrit dans un contexte global et il ne faut pas oublier que toutes les initiatives, y compris en termes de législation, sont issues avant tout des pays du Sud, et nous, on ne vient à ce moment-là qu'en support, parce qu'on est dans une problématique mondiale. Je vous disais, en France, il y a eu plusieurs procès et pas en Belgique. Pourquoi? Notre explication, ce sont des raisons historiques. La France a connu, bien avant la Belgique, une immigration originaire de l'Afrique de l'Ouest, puisque c'était leur ancienne colonie française. Et donc, ce sont des pays d'Afrique de l'Ouest qui pratiquent, avec des taux de prévalence importants, l'excision. Et donc, puisqu'elle avait une population issue des pays, importante issue des pays concernés, c'est un peu logique qu'ils ont eu, un peu plus tôt dans le temps que nous, des cas sur leur territoire. Nous, la Belgique, c'est de manière plus récente, à cause des conflits malheureux de ces régions, qu'on a connu aussi une immigration, d'abord issue de la Corne de l'Afrique, et ensuite, depuis quelques années, issue aussi de l'Afrique de l'Ouest, en particulier de la Guinée. Et donc, c'est simplement des raisons historiques qui expliquent peut-être qu'on n'a pas encore eu de cas connus de procès chez nous. Faut-il souhaiter un procès? Non. Un procès serait un échec de nos politiques. Et c'est pour ça que nos parlementaires, les associations, nos institutions sont en train de travailler en amont pour éviter d'en arriver là et de travailler au contraire sur quel type de mesures les plus adéquates possibles allons-nous pouvoir prendre pour répondre au mieux aux besoins de protection des enfants. Étant entendu que l'arme pénale, l'arme juridique, n'est qu'un des aspects du problème et n'est pas une fin en soi et n'est certainement pas la solution du problème. Si c'était le cas, ça se saurait et ça fait longtemps qu'il n'y aurait plus d'excision dans le monde. Alors, comment agir et pourquoi la meilleure façon d'agir, c'est d'abord ce qu'on fait aujourd'hui, c'est s'informer. C'est comprendre ce que c'est pour pouvoir, dans nos pratiques, détecter. Mais, encore une fois, je reviens à mon exemple, alors que je pratiquais du droit d'asile depuis plusieurs années, je passais à côté de la question. Quand on fait des formations au barreau avec des avocats qui pratiquent du droit des étrangers, qui défendent des Guinéens et tout, ou des Somaliens ou des Maliens, beaucoup passent à côté de la question. Les autorités d'asile passent à côté de la question. Et donc, le fait de se former et de s'informer sur ces problématiques permet de mieux détecter les cas problématiques. Je crois aussi qu'un deuxième facteur important, c'est que le plus souvent, on est quand même mal à l'aise face à une pratique issue de pays différents du nôtre, et que le premier réflexe d'une personne qui découvre cela, c'est de se dire « ouïe, mais ça ne me concerne pas, c'est culturel », ou en tout cas d'être très mal à l'aise. Et c'est là qu'on fait tout un travail aussi de dire, et c'est là qu'on se souvient que les besoins de réponse émanent avant tout des personnes les plus concernées, mais aussi on essaye de clarifier, de ne pas mélanger les torchons et les serviettes, et de rappeler que les droits fondamentaux sont des droits inaliénables qu'il faut veiller à protéger. Je vous disais en préambule, respecter les droits fondamentaux aussi importants que le droit à la vie, le droit à la non-discrimination, le droit à l'égalité, il n'y a pas de concession possible par rapport à ça. On ne peut pas appréhender, on ne peut pas diminuer ces droits, et on doit partir de là et travailler à partir de cela. Par rapport au malaise aussi,
surtout pour les médecins ou les enseignants, une question qui se pose toujours, c'est « je suis tenue au secret professionnel ». Et c'est pour ça qu'avec Intact, l'association dont je vous parlais, une des premières démarches qui a été faite, c'était d'éditer une petite brochure qui aborde cette question, sans aucun tabou, du secret professionnel. Avec aussi cette philosophie, tout le monde sait que le secret professionnel est absolu, qu'il peut être levé dans certaines circonstances bien strictes, que tout le monde apprend dans ses formations médicales, d'assistance sociale, d'enseignant normalement, et que les réflexes que l'on a pour toute violence s'appliquent de la même manière au risque de mutilation. Donc les bons vieux réflexes que l'on a, il faut mettre de côté tout ce malaise dont je vous parlais lié à ce côté un peu culturel en se disant les bons vieux réflexes, on en parle en équipe, on le voit, et Intact se propose d'être une interface quand il y a une situation d'urgence, qu'on ne sait pas très bien comment réagir, on peut en discuter avec les juristes d'Intact qui sont spécialement formés et qui cherchent la solution la plus adaptée à une situation donnée. Parce que lever son secret professionnel, ça ne peut se faire qu'en cas de nécessité, quand il y a un risque imminent, grave, et pour pouvoir déterminer l'existence de ce risque imminent et grave concernant son propre patient ou la propre personne qui est en face de soi, il faut se poser toute une série de questions annexes, et c'est très difficile on pourrait faire une conférence, on a déjà fait une conférence de toute une journée sur ces questions, avec toute la finesse que cela représente. Mais comme ça, vous savez, c'est un outil très très important. Un autre facteur, je vous dis à côté du malaise des professionnels, à côté du problème d'information, un autre facteur qui explique qu'il y ait si peu de cas qui soient connus en Belgique, c'est le caractère forcément très tabou, très secret de la pratique au sein des communautés concernées, de la même manière que chez nous, on ne parle pas difficilement ça de la sexualité, et j'ai envie de dire encore, de manière encore plus, de la sexualité intime, je vais dire, pas trop raconter ça sur la place publique, de la même manière, il y a un non-dit autour de ce qu'on appelle d'ailleurs, le GAM, ça fait une pièce de théâtre qui porte ce nom, la chose, pour bien dire, on n'en parle pas comme ça. Et de savoir ça, je vous disais, j'en apprends tous les jours et je me remets toujours en question aussi le poids des mots. Martin Cailleux, il disait, quand il aborde ses patients, quand il explique, quand il essaye de voir quels soins répondraient le plus aux préoccupations de santé de ma patiente, il dit, je lui demande de me raconter sa vie, d'apprendre qui elle est. Je veux dire, c'est le même travail pour un avocat, c'est un peu le même travail pour n'importe quel intervenant social. Et au plus je suis confrontée directement à des personnes qui sont concernées par ces problèmes, au plus j'essaye d'affiner le choix des mots, la façon d'aborder les choses, parce que la terminologie n'est pas innocente. Et de poser tout de go comme ça la question à une femme, êtes-vous mutilée, êtes-vous excisée, en soi c'est aussi quelque chose de déjà très choquant. Et en ce sens, le guide qui a été édité, qui est disponible, qui parle aussi de la façon d'appréhender ces personnes, est vraiment très très important. À côté de la loi pénale, il y a d'autres outils juridiques, puisque j'étais censée parler de ça. Il y a quand même quantité d'actions qui peuvent être mises en place pour protéger des personnes. On peut, si on a la crainte qu'une fillette soit renvoyée dans son pays d'origine pendant les vacances scolaires pour y être mutilée, on sait que c'est une problématique qui existe. Il y a des possibilités d'interdire un voyage. Il y a des possibilités en cas d'extrême urgence de placer un enfant dans une institution pour éviter un déplacement sans mesure de protection. Mais avant d'en arriver à de telles extrémités, il faut rechercher, et c'est le travail qu'est en train de faire Intact avec les institutions, c'est de rechercher quel type de réponse est plus adéquate, les moins perturbantes de la vie des familles et les plus efficaces dans le sens où elles ne seront pas interprétées de manière négativement par les collectivités ou les communautés concernées, parce que si on faut jamais
occulter l'effet pervers des mesures qui pourraient faire en sorte que la pratique devient encore plus taboue, encore plus clandestine et donc peut-être encore plus grave. Et donc, on réfléchit avec des organes comme le délégué général au droit de l'enfant, les équipes SOS enfants, etc., pour voir quel type de mesures on peut prendre, quel type de médiation, négociation, comment aborder les familles quand il y a un risque qui nous semble être détecté au sein d'une famille. Donc, c'est toutes des mesures qui existent avec une possibilité d'aller chez le juge de la jeunesse ou devant un juge civil en référé pour demander la mise en place de toutes sortes de mesures. Et face à ces magistrats qui découvrent la problématique, on aura aussi tout un travail d'explication de la réalité du risque et du danger pour que ce soit pris en compte. Donc je terminerai en disant que je pense que les actions juridiques sont vraiment complémentaires à toutes les autres actions et que j'espère que le petit exposé que je vous ai fait ici illustre ce fait. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Voilà, quand on lâche tout comme question, en fait, tout roule et tout se met en place. Donc, comme promis, je vous propose un moment de questions-réponses. Donc, vous puissiez, en tout cas, poser vos questions aux différents intervenants de ce matin. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui se lance.